Le miel coulait lentement sur les doigts tremblants de l'homme qui avait autrefois fait trembler Rome. Doré, visqueux, collant, chaque goutte portait le poids d'une ironie cruelle qu'aucun dieu vengeur n'aurait pu imaginer. Mithridate VI du Pont, le roi des poisons, celui qui avait passé des décennies à développer une résistance surnaturelle à toutes les substances létales connues de l'homme, était maintenant attaché à un arbre, son corps nu enduit d'une substance douce qui allait attirer la mort la plus lente et la plus torturante possible. Le bourdonnement des insectes commençait déjà à résonner dans la forêt humide, un chœur macabre annonçant la fin d'une époque. Ses paupières enflées pouvaient à peine s'ouvrir, mais à travers les fentes douloureuses, il pouvait encore voir les soldats romains observer au loin, leur visage un mélange de fascination morbide et d'horreur primitive. Le général Pompée avait personnellement ordonné cette exécution, non seulement comme punition, mais comme un spectacle qui serait raconté pendant des générations. Qu'il goûte à son propre remède, avait-il dit, faisant référence aux années de guerre chimique que Mithridate avait infligées aux armées romaines. Maintenant, en 63 avant Jésus-Christ, dans les forêts sombres près de la mer Noire, l'homme qui avait défié 3 générations de généraux romains était sur le point de découvrir qu'il existe quelque chose de pire que n'importe quel poison, la nature dans sa forme la plus primitive et impitoyable. Le corps de Mithridate, autrefois imposant et majestueux, tremblait involontairement, tandis que le miel s'étalait sur sa peau ridée et marquée par décennies de guerre. À 68 ans, il était devenu l'ombre du puissant roi qui avait un jour contrôlé des territoires s'étendant de la mer Noire à l'Asie mineure. Ses cheveux, autrefois noirs et abondants, maintenant clairsemés et grisonnants, étaient collés à son cuir chevelu par le liquide sucré qui coulait de son front. Les muscles qui avaient autrefois manié des épées avec une force légendaire n'étaient plus que de la chair flasque accrochée à des os fatigués. Mais pour comprendre l'ampleur de cette chute, il faut revenir au jour où Mithridate était plus qu'un roi, il était un cauchemar qui hantait les rêves des sénateurs romains. Né en 134 avant Jésus-Christ, il avait hérité du trône du Pont à 11 ans, mais son ascension véritable commença lorsqu'il élimina systématiquement tous ses rivaux, y compris sa propre mère et ses frères. Dès son jeune âge, obsédé par l'idée qu'il serait assassiné par empoisonnement, une pratique courante parmi la royauté hellénistique, il commença à ingérer de petites doses de divers poisons, développant une résistance qui deviendrait légendaire. Le palais de Sinope, sa capitale, se transforma en un laboratoire macabre où des esclaves étaient utilisés pour tester des combinaisons létales. Mithridate possédait une collection de plus de 50 antidotes différents, chacun méticuleusement testé et perfectionné. Son médecin personnel, Cratéus, documentait dans des parchemins détaillés chaque expérience, chaque réaction, chaque mort. Le roi non seulement survécut à de multiples tentatives d'empoisonnement, mais développa une paranoïa si intense qu'il goûtait personnellement toute nourriture et boisson avant de les consommer. Sa première guerre contre Rome commença en 88 avant Jésus-Christ, lorsqu'il envahit la province romaine d'Asie. Ce qui suivit fut un bain de sang connu sous le nom de Vespérie éphésienne. En un seul jour, sur ordre de Mithridate, 80 000 citoyens romains et italiens furent massacrés dans toute l'Asie mineure. Hommes, femmes et enfants furent tués où qu'ils soient trouvés, leurs biens confisqués, leurs corps laissés à pourrir sous le soleil brûlant. Le roi envoya les têtes coupées des principaux magistrats romains à Rome, enveloppées de soie pourpre comme un sinistre cadeau. Pendant 25 ans, Mithridate livra 3 guerres consécutives contre Rome, affrontant successivement les généraux Sulla, Lucullus et enfin Pompée. Il utilisait des tactiques que les Romains considéraient comme lâches et déshonorantes, empoisonnement des puits, utilisation de flèches imbibées de toxines et même le lancement de pots d'argile contenant des scorpions et des vipères sur les troupes ennemies. Ces armées étaient composées d'un mélange hétéroclite de Grecs, de Perses, de Scythes et de Germains, unis uniquement par la haine partagée contre Rome.
Le roi était devenu un maître de la guerre psychologique. Avant des batailles importantes, il envoyait des cadeaux empoisonnés aux commandants romains, des vins rares qui tuaient en quelques heures, des parfums qui causaient la cécité, des bijoux qui libéraient des toxines au contact de la sueur. Plutarque rapporte que certains généraux romains développaient une paranoïa si intense qu'ils refusaient de toucher tout objet qui n'avait pas été préalablement examiné par des esclaves disposables. Mais ce fut lors du siège de Cyzique en 73 avant Jésus-Christ que la réputation de Mithridate atteignit son apogée la plus sombre. Assiégé par les forces de Lucullus et confronté à la famine dans sa propre ville, il ordonna aux défenseurs de se nourrir des corps des morts au combat. Lorsque même cette source macabre s'épuisa, il supervisa personnellement l'exécution de citoyens considérés comme inutiles, les personnes âgées, les enfants malades, les femmes enceintes. Leurs corps sont transformés en une sorte de pâte nutritive qui maintena les soldats en vie pendant quelques semaines plus tard. Frustré et humilié, Mithridate ordonna à l'un de ses gardes du corps, un Gaulois nommé Bituitus, de le tuer à l'épée. Mais même cette mort simple lui fut refusée. Bituitus, terrorisé à l'idée d'être exécuté par les Romains pour avoir tué un roi, refusa d'obtempérer. D'autres soldats refusaient également, laissant Mithridate seul avec son immortalité artificielle et sa mortalité désespérément désirée. C'est à ce moment de désespoir absolu que Pompée arriva avec sa proposition finale. Au lieu d'une mort rapide, il offrit à Mithridate quelque chose qu'il savait que le roi redouterait plus que tout, une mort lente, publique et symbolique. Vous avez consacré toute votre vie à éviter les poisons, dit Pompée, selon les récits de Cassius Dio. Maintenant, vous mourrez de la chose la plus souce et la plus naturelle qui soit, et vous serez dévoré vivant par des créatures que vous avez toujours considérées comme inoffensives. L'exécution fut méticuleusement planifiée pour maximiser à la fois la souffrance physique et psychologique. Mithridate fut attaché à un vieux chêne au milieu d'une forêt dense, où le son de ses cris serait étouffé par la végétation. Ses bras furent étendus au-dessus de sa tête et fixés avec des cordes de bronze qui progressivement comprimaient sa circulation. Ses jambes furent attachées séparément, empêchant tout mouvement qui pourrait faire fuir les insectes qui allaient bientôt arriver. Le miel utilisé n'était pas ordinaire, c'était une variété sombre et épaisse, produite par des abeilles qui se nourrissaient de plantes venimeuses. Ironiquement, ce miel contenait des traces de toxines qui seraient normalement mortelles, mais que le corps de Mithridate absorba sans effet létal. Le liquide visqueux fut appliqué lentement, en commençant par les pieds et en remontant graduellement, chaque centimètre étant méthodiquement recouvert, tandis que les soldats romains observaient en silence. D'abord vinrent les fourmis. Petites, noires, presque invisibles, elles émergèrent des fissures de l'écorce de l'arbre et commencèrent à explorer prudemment cette nouvelle source de nourriture. Mithridate sentit les premières piqûres comme de petits points de feu sur sa peau, mais il conservait sa composure, respirant profondément et essayant d'entrer dans un état méditatif qu'il avait appris auprès de philosophes grecs. Mais les fourmis n'étaient que le commencement. Au fur et à mesure que l'odeur sucrée se répandait dans la forêt, d'autres insectes commencèrent à arriver. Des mouches grandes et bourdonnantes se posèrent sur ses yeux et ses narines, leurs pattes poilues marchant sur ses paupières, tandis qu'elles essayaient d'atteindre le miel qui coulait sur son visage. Il essaya de secouer la tête violemment, mais cela fit seulement couler le miel plus rapidement, créant de nouveaux points d'attraction. Après 1 heure, des guêpes commencèrent à apparaître. Différentes des abeilles domestiques, ceux étaient des guêpes sauvages dont les dards pouvaient piquer à plusieurs reprises. Elles se concentrèrent d'abord sur les petites blessures causées par les fourmis où l'odeur du sang mélangé au miel créait un parfum irrésistible. Chaque piqûre de guêpe injectait un venin qui, bien que non létal pour quelqu'un ayant la résistance de Mithridate, causait une douleur intense et un gonflement. Ce qui rendit le supplice encore plus horrible fut la conscience constante. Différent des victimes normales qui pouvaient entrer en état de choc ou s'évanouir à cause de la douleur, le corps conditionné de Mithridate fonctionnait à pleine capacité. Il resta conscient tout au long du processus, capable de sentir chaque piqûre, chaque morsure, chaque mouvement des insectes sur sa peau. Au fur et à mesure que la journée avançait, des insectes plus gros commencèrent à arriver.
Des scarabées se rassemblèrent sur ses plaies ouvertes, leurs mandibules coupant de petits morceaux de peau qui avaient été ramollis par le miel. Des vers de terre émergèrent du sol humide, attirés par l'odeur de décomposition qui commençait déjà à émaner des blessures infectées. Même des scolopendres venimeuses descendirent des arbres, leurs innombrables pattes chatouillant sa peau tandis qu'elles cherchaient des endroits pour déposer leurs œufs. Pendant la deuxième nuit, Mithridate subit une torture qu'aucun poison ne pouvait causer. Des moustiques arrivèrent en nuages, le son de leurs ailes créant un bourdonnement constant qui rendrait fou n'importe qui. Ils se concentrèrent sur ses oreilles, ses narines et les coins de ses yeux, des zones où le miel s'était accumulé et où la peau était plus fine. Chaque piqûre ajoutait plus de venin à son système, mais au lieu de causer la mort, elle ne faisait qu'intensifier son agonie. Plus troublant encore fut l'apparition de larves. Des mouches à viande, attirées par l'odeur de chair en décomposition, commencèrent à déposer des œufs dans ses plaies. Mithridate pouvait sentir les larves se déplacer sous sa peau, mangeant les tissus morts et créant de nouveaux canaux de douleur. Il essaya de crier, mais sa gorge était tellement enflée à cause des piqûres que seuls des sons gutturaux purent s'échapper. Le troisième jour, son apparence avait complètement changé. Son visage était si enflé qu'il était impossible de reconnaître les traits qui avaient autrefois été familiers dans tout le monde méditerranéen. Ses yeux étaient fermés par l'enflure, mais il pouvait encore entendre le bourdonnement constant des insectes et sentir leurs pattes marcher sur sa peau. Sa peau, autrefois pâle, était maintenant recouverte d'un mélange de miel cristallisé, de sang coagulé et de fragments d'insectes morts. Mais cruel encore dans cette exécution, Mithridate conservait toute sa lucidité mentale. Son esprit, forgé par décennies de discipline et de conditionnement, fonctionnait parfaitement tandis que son corps était lentement dévoré. Il entendait les soldats romains converser au loin, discutant des détails banaux de leur vie personnelle, tandis qu'observant son agonie. Il percevait le chant des oiseaux dans les arbres, le bruissement des feuilles dans le vent et même le bruit lointain des caravanes passant sur la route voisine. Par moments de lucidité, Mithridate réfléchissait à l'ironie de sa situation. Il avait passé sa vie à tenter de dominer la mort par la science et la chimie, et pourtant il mourait de la manière la plus primitive qui soit, dévoré par des créatures existant bien avant que les humains n'inventent les poisons. Il y avait quelque chose de profondément symbolique dans le fait que sa mort ne soit pas due à une substance raffinée créée par l'homme, mais à des milliers de petites créatures suivant leurs instincts les plus basiques. La quatrième nuit, des vautours commencèrent à tourner au-dessus de l'arbre. Bien que Mithridate fût encore techniquement vivant, l'odeur de décomposition était devenue si forte que des prédateurs plus importants commencèrent à s'approcher. Des rats sortaient de leurs terriers voisins, initialement prudents, mais devenant progressivement plus audacieux en réalisant que leur proie était sans défense. Ils commencèrent à ronger les orteils de Mithridate, là où le miel s'était cristallisé et où la peau était plus tendre. Le son le plus troublant de tout était le son même de sa respiration. Chaque inspiration était un effort herculéen, car ses voies respiratoires étaient partiellement obstruées par le gonflement. Il respirait de manière irrégulière, semblant parfois presque mort, pour reprendre ensuite sa respiration avec un bruit rauque qui effrayait même les soldats romains habitués à la violence. Le cinquième jour, des témoins rapportèrent que le corps de Mithridate était devenu plus insecte qu'humain. Des couches de créatures se déplaçaient constamment sur sa peau, créant une surface vivante qui palpitait et se tordait. Ses blessures étaient devenues des nids pour différentes espèces d'insectes et des œufs étaient visibles dans ses oreilles et ses narines. Pourtant, miraculeusement, il restait en vie, son cœur battant obstinément contre toute attente. Ce n'est que le sixième jour que Mithridate mourut enfin, non pas à cause des insectes ou du poison, mais d'épuisement pur et simple. Son corps, conditionné pour résister aux toxines, mais non à un traumatisme physique prolongé, cessa simplement de fonctionner. Son dernier souffle fut presque inaudible, un simple soupir léger qui se mêla au bourdonnement incessant des insectes qui étaient devenus ses derniers compagnons. Lorsque la nouvelle de la mort de Mithridate arriva à Rome, la réaction fut complexe et contradictoire. D'un côté, il y eut des célébrations dans les rues, le grand ennemi était enfin vaincu. De l'autre, une sensation d'inconfort face à la brutalité de l'exécution.
Même parmi les sénateurs les plus chevronnés, beaucoup exprimèrent en privé que Rome était peut-être allé trop loin dans sa vengeance. Plutarque, écrivant des décennies plus tard, nota que la mort de Mithridate marqua un tournant dans l'histoire romaine. À ce moment-là, écrivait-il, Rome montra qu'elle était capable d'une cruauté rivalisante avec celle des barbares même qu'elle cherchait à civiliser. La mort de Mithridate ne fut pas seulement la destruction d'un ennemi, mais la révélation que le pouvoir absolu peut transformer même les plus civilisés en monstres. Le corps de Mithridate resta dans l'arbre 3 jours après sa mort, servant d'avertissement à quiconque envisagerait de défier Rome. Lorsqu'il fut finalement retiré, il était tellement défiguré qu'il était impossible de s'assurer qu'il s'agissait bien du célèbre roi. Pompée ordonna que les restes soient brûlés publiquement, mais conserva le crâne comme trophée personnel. Ironiquement, la mort de Mithridate créa une légende qui surpassa de loin sa vie. Des histoires sur le roi des poisons se répandirent dans le monde antique, inspirant autant la peur que l'admiration. Des alchimistes tentaient de reproduire ses antidotes, des médecins étudiaient ses méthodes, et même les ennemis de Rome commencèrent à y voir un symbole de résistance contre la tyrannie impériale. Plus troublant encore, la technique d'exécution utilisée contre Mithridate ne mourut pas avec lui. Des témoignages fragmentaires suggèrent que des méthodes similaires furent utilisées par la suite contre d'autres ennemis de Rome, raffinées et améliorées grâce à l'expérience acquise. Pompée lui-même conservait apparemment des notes écrites sur le processus, qui furent étudiées par des générations successives de bourreaux romains. La mort de Mithridate révéla aussi quelque chose d'obscur sur la nature humaine. Les soldats qui observèrent son exécution rapportèrent plus tard que, malgré l'horreur initiale, ils s'étaient graduellement habitués au spectacle. Certains en vinrent même à parier sur le temps qu'il survivrait, d'autres firent des observations techniques sur l'efficacité de différents types d'insectes. La banalisation de la cruauté extrême montra comment même les personnes les plus normales peuvent s'adapter à des niveaux impensables de violence. Dans des lettres conservées dans les archives impériaux, Pompée écrivait au Sénat: « La mort de Mithridate sert de rappel que Rome ne se contente pas de punir ses ennemis, mais les détruit de manière à faire réfléchir à 2 fois ceux qui nous défient. Il ne suffit pas de vaincre, il faut vaincre de manière si complète que le souvenir même de la résistance soit effacé. » Cependant, le plan de Pompée échoua sur un point crucial. Au lieu d'effacer la mémoire de Mithridate, sa mort cruelle n'amplifia que sa légende. Des décennies plus tard, lorsque Rome faisait face à d'autres révoltes et guerres, le nom de Mithridate était invoqué comme symbole de résistance. Des chefs rebelles étudiaient ses tactiques, des alchimistes essayaient de reproduire ses poisons, et même certains Romains commencèrent à se demander si son exécution avait été nécessaire ou simplement sadique. L'histoire de Mithridate reste l'un des chapitres les plus sombres de l'Antiquité, non seulement pour sa vie de paranoïa et de violence, mais pour sa mort qui révéla les profondeurs de la cruauté humaine. Il avait consacré toute son existence à la recherche de l'immortalité par la science pour découvrir que la véritable mort ne vient pas de substances raffinées, mais de la nature dans sa forme la plus primitive et implacable. Plus de 2000 ans après, lorsque nous observons les vestiges archéologiques du royaume de Mithridate, palais en ruines, laboratoires détruits, jardins autrement venimeux réduits en poussière, nous sommes confrontés à des questions qui transcendent l'histoire ancienne. Que se passe-t-il lorsque la quête de sécurité se transforme en paranoïa, lorsque la peur de la mort devient plus destructrice que la mort elle-même? Et jusqu'où la civilisation n'est une fine couche dissimulant des pulsions primitives de vengeance et de cruauté? La mort de Mithridate ne fut pas seulement la fin d'un homme ou même d'une époque, mais une révélation sur la nature fondamentale du pouvoir et de la mortalité. Il avait tenté de transcender les limites de la chair par la science et la chimie, mais il découvrit que la véritable immortalité ne vient pas d'éviter la mort, mais d'accepter notre fragilité comme faisant partie intégrante de la condition humaine. Sa tragédie finale fut de réaliser trop tard qu'une vie passée dans la peur constante de la mort n'est pas une vraie vie, mais une forme élaborée d'être déjà mort. Le miel qui coula sur son corps durant ces derniers jours porte un symbolisme que les Romains eux-mêmes n'ont peut-être pas pleinement perçu. Doux en apparence, mais létal dans son application, il représente la nature même du pouvoir absolu, attirant et séduisant, mais capable de détruire autant ceux qui le possèdent que ceux qui le défient. Et les insectes qui dévoraient Mithridate n'étaient pas seulement des agents d'exécution, mais des symboles de la nature elle-même.
patiente, persistante et ultimement plus puissante que toute ambition humaine. En fin de compte, l'histoire de Mithridate sert de sombre rappel que, peu importe à quel point nous devenons sophistiqués, à quel point nos plans pour vaincre la mort sont élaborés ou à quel point nous nous sentons puissants, nous finissons tous par faire face au même destin. La seule différence réside dans le choix de vivre avec dignité ou de nous consumer dans la paranoïa et la peur. Mithridate choisit la peur et découvrit que la peur, poussée à l'extrême, peut être plus mortelle que n'importe quel poison jamais créé par l'homme.